Aujourd'hui, pas de texte, ça reviendra. On va essayer de se demander ce que c'est qu'un personnage. Cette question, c'est celle que j'ai posée aujourd'hui à mes étudiants et étudiantes en cours. Et je ne vais pas refaire le cours parce que c'est pas l'intérêt. Mais il me reste quelque chose d'un peu euh, évanescent. Parce qu'évidemment, poser la question du personnage, c'est finalement poser la question de la possibilité d'une personne. Les personnes existent, elles sont là, on se heurte dedans. Mais surtout, c'est quoi l'illusion d'une personne? Et ça, c'est peut-être plus vif quand on parle de personnages que quand on parle des gens, et ça parle de la littérature et de la vie, et ben, je sais pas de quoi parler d'autre parce que c'est la seule chose qui m'intéresse avec le dessin, mais c'est finalement la même chose encore. Un personnage, alors, elle va quand même prendre quelques éléments rapides. Pour Aristote, c'est un agissant, c'est un rôle dans une intrigue. Je saute d'Aristote au formaliste russe, puis structuraliste, je fais ça vraiment à méga grand trait, hein. Mais donc le personnage, ça va être celui qui a un rôle dans une histoire. Évidemment, on va distinguer les personnages selon leur importance dans le texte ou dans l'œuvre. Le protagoniste, hein, c'est celui qui est devant. Les utilités, bah, qui servent qu'à ça. Alors les utilités, c'est plutôt du vocabulaire du théâtre, mais c'est un peu Énone dans Phèdre, donc la gouvernante de Phèdre, surtout les messagers qui arrivent et qui vont raconter un truc et qui s'en vont. J'ai l'impression qu'ils s'appellent tous Théramène, mais je pense que c'est pas le cas. Mais en tout cas, voilà. Et d'une certaine manière, moi, après avoir lu un peu de littérature médiévale, et je suis nulle en littérature médiévale, mais après avoir lu des épopées avec ces listes, comme ça, comme on trouve aussi chez Wittig, j'en suis venue à cette idée, somme toute assez simple, qu'un personnage, c'est un personnage qui apparaît deux fois dans un texte, parce que bah, quand il n'y a qu'une fois, finalement, on n'en fait pas grand-chose. Et c'est que déjà ça serait le retour qui amènerait, alors là c'est une définition personnelle, hein, mais ça serait son retour qui définirait le personnage. Qui ferait, et donc ça fait que l'utilité pure, finalement, n'entre pas. Ça, c'est à diversement fondé sur le fait que les utilités n'apparaissent pas toujours dans la liste des personnages, mais ça dépend parce qu'elles sont quand même jouées. En fait, souvent, ce sont des acteurs qui vont en jouer plusieurs de ce genre de personnages, des personnages qui sont des utilités ou des personnages secondaires, qui sont bel et bien des personnages qui pourraient avoir une vie ou une présence plus ample. Et ben, on le voit avec toute la mode des spin-offs. Donc on va chercher la jeunesse avant, à un autre moment, mais aussi à tirer la vie d'un personnage secondaire, dans les séries notamment. Alors, la question que j'ai posée à mes étudiants, étudiantes, et ça a pas mal marché, c'est pourquoi on va plus pleurer la mort d'un personnage que souvent celle d'une personne qui n'est pas... Enfin, je parle pas des plus proches, hein, mais pourquoi cet attachement au personnage? Littérairement, bah, c'est que on va passer beaucoup de temps avec un personnage, on s'y attache, et dans le cas des œuvres littéraires, il se passe quelque chose qui se passe pas ailleurs, c'est que en n'ayant que quelques signes dans le texte, donc le personnage n'a qu'une existence discontinue, on a une illusion de continuité. Ça, c'est la grande force des écrivains. Mais on a aussi quelque chose d'autre qui est l'illusion de la vie et de l'autonomie du personnage. En fait, quand Julien Sorel n'apparaît pas, on a quand même l'impression qu'il vit quelque part. On se dit pas, tiens, il est en pause et il nous attend. Et ça repose sur toute fiction, et même tout récit, Ricoeur, Temps et récit, etc., que le discontinu, une fois relié, plonge dans le récit et va plonger dans la fiction. Alors une fiction très relative, hein, Renan dit une fiction probable, conjecture probable pour la vie de Jésus, des choses comme ça. Mais il y a quelque chose comme ça qui se passe et qui est compliqué à saisir, hein, du fait qu'on a peu de présence dans le texte par rapport à la place que ça prend dans notre cerveau. Et ça, je trouve ça passionnant. Alors après, ça veut dire que, et c'est étudié en pragmatique et en sémiotique, Philippe Hamon, Vincent Jouve, l'effet personnage, on se crée une image du personnage à partir de ces signes discontinus, et le fait que cette image elle soit personnelle, eh ben, ça va créer un attachement plus fort. Quand la série va plutôt, elle, de son côté, créer aussi une communauté de fans, par exemple.
Et c'est pour ça que j'aime pas regarder les séries en même temps que les autres. Parce que je reviens à un rapport littéraire et assez solitaire. Alors ça me paraît intéressant, mais donc là, ça pose quand même une question d'ontologie. C'est quoi un personnage ? Pour le coup, le personnage, il a une illusion d'existence, donc il n'a pas vraiment d'existence, mais il existe quand même. Enfin, il a un degré d'existence intermédiaire, qui est celui de la virtualité, qui est celui de la fiction. Et d'une fiction, alors il y a plein de degrés d'existence dans les fictions. Par exemple, une fiction qui a disparu, elle est encore plus fictive qu'une autre fiction qui existe encore et qu'on peut consulter. Ça, c'est des trucs que j'aime bien, pour ça je lis un peu Étienne Souriau et Latour lisant Souriau. Mais alors Latour, des fois c'est dur, mais je pense à son enquête sur les modes d'existence, qui est en fait une reprise d'Étienne Souriau. Latour et Stingers avaient organisé ensemble, donc Isabelle Stingers, Bruno Latour, un colloque consacré à Étienne Souriau. Il en existe des actes, je les ai trouvés trop chers, donc je les ai pas achetés. Dites-moi si c'est bien. Mais ça, c'est une question qui me plaît beaucoup, et ça croise des choses qui m'empêchent de dormir, mais comme le reste de la vie. C'est-à-dire que, en ce moment, je m'interroge sur les fantômes. Alors, j'avais acheté le bouquin sur les fantômes qu'avait conseillé François il y a longtemps, de Daniel Sansu, puis surtout, j'aime bien Daniel Sansu. Il est tout en bas d'une pile, j'ose même plus l'attraper. Je vais tout casser. Mais ça va venir assez vite, tout ça. Mais ce qui m'intéresse dans le fantôme, c'est la vérité, c'est cette existence tensionnelle. Le fantôme, en soi, matériellement, il n'existe pas. Dans l'absolu, je crois pas au fantôme, hein, c'est pas ça qui m'intéresse. Mais il a une ontologie, et en fait, le fait que l'on croit ou que l'on représente le fantôme, par exemple dans une fiction, ça a un effet, ça a un impact, et donc il a quand même plus d'existence que quelque chose qui n'en a pas. Et en fait, le fantôme, c'est ce qui est, ce qui n'est pas en même temps. Et ce qui m'intéresse là-dedans, en fait, c'est que c'est... Je suis vraiment en vrac, hein. Mais c'est que cette définition-là, pour moi, c'est vraiment celle de la métaphore. Enfin, c'est pas pour moi d'ailleurs, c'est encore Paul Ricoeur, et c'est la métaphore vive. Donc Ricoeur refait toute l'histoire de la métaphore dans la métaphore vive, et il en arrive à Derrida, qui est la raison pour laquelle il a écrit la métaphore vive, puisque c'est une réponse à la mythologie blanche. Si j'ai bien compris, Derrida dit qu'il n'y a pas vraiment de métaphore, que tout est métaphore, mais que c'est indécidable, mais en fait, il y aurait plus de spécificité de la métaphore. Et Ricoeur explique que la métaphore, c'est c'est la réalisation d'une vérité tensionnelle. Dans le langage, c'est-à-dire que ça est et ça n'est pas, mais exactement dans le même temps. Et ça, je trouve que c'est absolument passionnant. C'est et ça n'est pas. D'abord parce que Ricoeur, c'est un philosophe chrétien, effectivement, ça se retrouve. C'est et ça n'est pas dans le même temps. C'est pas une question de physique quantique, en fait. Mais c'est exactement la parole évangélique, la parole de Jésus, quand il dit « le royaume des cieux est parmi nous ». Il n'est pas là. Hein, on est toujours envahi par les Romains, etc. Mais en même temps, ça y est, on le fait advenir, on le fait arriver. Et c'est exactement ce que fait la métaphore, et c'est exactement ce que fait le fantôme. Et ça nous amène d'un côté théologique, qui m'intéresse un peu pour ma thèse, pour Renan, etc., et pour le mysticisme, un côté linguistique. La métaphore fait linguistiquement être ce qui ne peut pas être, ou ce qui n'est pas, en tout cas, ou ce qui n'est pas encore, donc c'est un lieu utopique, et en même temps, c'est une question ontologique. Et le fantôme, ça en est la transcription diégétique, donc dans le sein des histoires, et c'est ça qui m'intéresse tant. Alors ça fait que je pense beaucoup à Sadako, le fantôme de The Ring, qui est un fantôme vengeur, extraordinaire fantôme vengeur, de femme, a priori martyrisée, si en tout cas on se réfère au folklore japonais et aux croyances japonaises. Ce sont souvent des fantômes de femmes. De toute façon, c'est souvent des femmes, les fantômes. Et des femmes qui ont connu des morts violentes, des tromperies, des atrocités, et qui reviennent et qui hantent. Et qui n'existent pas, mais elles hantent. Et Sadako, je la croise déjà esthétiquement avec cette allégorie que je trouve extraordinaire de l'art occidental cette fois, de la vérité sortant du puits. Donc ça, faut le taper sur Google, sortir Google Images, et on voit des femmes nues qui sortent de puits et qui ont l'air méchantes. Alors je me dis parfois qu'il faudrait écrire une histoire de la culpabilité masculine par ce genre d'image, ou en tout cas, il y a quelque chose comme ça en fait dans cette image du fantôme femme, alors parce que ça, je vais le croiser avec des problématiques féministes.
et que le féminisme renvoie à l'idée d'une existence moindre pour les femmes, une moindre prise en compte et en fait une relégation vers la fiction. Et donc là, je retrouve le fantôme. Et tout ça se met ensemble, et dans le même temps, j'essaie d'écrire, mais je suis fatiguée, et ça se pose cette question du personnage. Et c'est quoi un personnage? Et c'est quoi faire advenir le personnage et le faire exister? J'en ai bien lu des interviews et des témoignages et des correspondances d'auteurs. Je suis pas sûre d'avoir envie de dîner avec Emma Bovary, quoi. Et qu'il y a une hantise par les personnages et que on les fait devenir autonomes. Et ça, c'est vraiment un truc qui m'intéresse. Mais dans le même temps, j'ai pas envie de faire des personnages qui aient une existence pleine parce que ce qui m'intéresse, c'est le fantomatique et c'est l'errance. Et donc, c'est quelque chose qui est un peu en deçà du personnage. Alors, pour le coup, on n'est plus dans le personnage comme persona, la persona, là je refais la prof de français, c'est le masque porte-voix dans le théâtre antique, plutôt grec, qui permet, comme ça, de projeter la voix dans un amphithéâtre, parce qu'on n'a pas forcément de micro, puis moi j'ai jamais compris comment ça marchait, donc j'ai plus de voix parce que j'ai fait des CM cette semaine. Mais donc le persona, c'est le porte-voix, c'est l'emblème, et donc, voilà, dans un personnage, on a aussi l'idée d'un... Voilà, d'un auteur, le personnage, c'est aussi un porte-voix de l'auteur, ou du moins d'une idéologie sens très large, hein, d'une philosophie von einer Weltanschauung, donc d'une vision du monde. Un personnage, c'est quelqu'un qui voit. Ça, en fait, c'est une conception méga moderne du personnage, et en même temps, je reste dans des personnages qui sont plus ou moins incarnés. Pas tellement nouveaux romans, finalement, hein, pas juste des voix. Mais dans le même temps, c'est sûr que quand je croise Wittig et le Poponax et les guerrières, ce personnage collectif qui est le groupe d'enfants ou le groupe de femmes, il m'aime aux larmes parce que le personnage, c'est autre chose. C'est le courant qui passe entre les individus et la façon dont les individus font groupe. Et donc, il y a toutes ces questions-là que je me pose en ce moment. Alors, évidemment, je vais avoir du mal à donner des réponses, mais je les trouve belles, ces questions, et elles m'interrogent. Parce que un personnage, c'est pas forcément anthropomorphe, c'est pas forcément un humain, c'est même pas forcément un animal. Et ça, je crois que j'ai oublié de le dire. Fatigue de la fin de semaine. Mais c'est... un personnage, ça peut être une maison qui évolue. Ça c'est fait. Ça peut être un groupe de personnes. Ça peut être l'esprit, si on lit Hegel comme un roman. J'ai pas réussi à le faire. Ça peut être toutes ces choses-là en même temps, et j'essaie de penser des personnages non humains, non singuliers et non matériels. Et je trouve que c'est passionnant. Ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai lu Les Furtifs de Damasio. Le furtif, pour le coup, c'est un personnage non humain, semi-humain, hybride, et globalement immatériel. Et ça, je trouve ça réjouissant. Ça me plaît, parce que ça montre quelque chose, une ontologie qui va pas de soi. Et je pense pas que l'ontologie, ça aille de soi. Mais en tout cas, ça marche bien. Et ça n'est pas non plus faire... c'est là, Damasio, je le trouve pas hyper fin, vous l'avez compris. Mais ce que je trouve intéressant aussi, c'est comment on va éviter la simple prosopopée. La prosopopée, c'est quand on fait parler quelqu'un. Voilà, je vais écrire le discours de mes lunettes, de mon déodorant, ou Pierre Boittard écrit tout un discours d'un caniche qui s'appelle Médor, donc qui appelle à la protection animale. Ça, c'est dans le musée des familles, c'est dans les années 1840. C'est super mignon. Mais c'est très évidemment un discours d'humain placé dans la bouche d'un chien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer d'avoir d'autres points de vue en pensant au personnage. C'est quoi un point de vue non matériel? C'est quoi vivre dans la fiction? Ça veut dire quoi se réincarner? Même littéralement, retrouver le corps. Ça veut dire quoi vivre une existence non matérielle? Ça veut dire quoi être plusieurs? Ça veut dire quoi? Alors, pas forcément en tant que question identitaire, hein, mais déjà, littérairement, c'est quoi une... Donc Wittig répond, hein, mais c'est quoi l'existence d'un groupe? Quand on va pas utiliser de cette vieille métaphore romantique du génie du peuple, incarné par un grand homme. C'est facile, là, on a réglé le problème. Voilà, il y aurait une incarnation, la sorcière, la femme. Ça marche pas. Ça marche pas, ça fonctionne pas. Donc c'est quoi? Quand on sort des types, qu'est-ce qui nous reste? Et qu'est-ce que ça devient en termes de personnes? J'ai pas de réponse, j'essaie d'écrire.
Et j'essaie de trouver des trucs comme ça. Je prends toutes les suggestions. C'était en vrac. Elle est dure la rentrée. Là, j'ai vraiment fait la deuxième semaine de rentrée, enfin ma troisième, mais en attaquant les cours des L2. Premier TD, ce sont des CM. Pou, 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 pou. Et voilà comment on se retrouve au bout de soi-même, à se demander un peu qui on est. Je vous dis à bientôt.